Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 7 de notre fameuse et désormais célèbre, je l'espère, série perpétuelle, série qui vise à vous présenter des pièces que j'ai la chance d'expertiser lors de mon travail d'expert avec des maisons de vente aux enchères. Et aujourd'hui, chers amis, j'ai une magnifique sélection pour une vente chez Maison RSC le 21 janvier en salle 7 à Drouot à partir de 14h, comme d'habitude. Une sélection de beaucoup de pièces plutôt habillées, de pièces en or. Et parmi ces pièces, grosse surprise quand j'ai découvert qu'on avait réussi à avoir cette montre, une Breguet Type 20 du début des années 60, Breguet civile, avec un cadran Ovomaltine, Nesquik, chocolat, vous l'appelez comme vous voulez, il est juste magnifique, la montre est exceptionnelle. C'est un peu un lot phare de cette vente, mais sinon j'ai plein de petits détails horlogers et techniques à vous raconter. Et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2026. C'est la première vidéo que l'on réalise en 2026 avec Valentin. J'espère que tout se passera bien pour vous. Vous aurez des beaux projets horlogers que vous pourrez mener à terme. Je me le souhaite aussi évidemment pour moi. Et je vous propose de commencer tout de suite avec cette magnifique sélection de montres en vente aux enchères. C'est seulement sur les Rabilleurs. Chers amis, commençons avec cette magnifique Piaget de forme octogonale qui est évidemment sortie avant notre cher et tendre Audemars Piguet Royal Oak, même si elle partage le nombre de pans de sa lunette. Une pièce que j'aime particulièrement parce qu'elle est réalisée intégralement en or gris, qu'elle prend un cadran en lapis lazuli. Même s'il demandera un petit nettoyage, le cadran n'est pas fissuré, n'est pas cassé. C'est souvent le problème et le défaut des cadrans pierre. Ici, le cadran a juste des petites traces, mais à part ça, il est vraiment fort joli, surtout si vous avez seulement ces deux aiguilles facettées, dauphines, argentées, qui comme ça caressent le cadran. La mention Piaget et suisse sont en décalque argenté, c'est juste magnifique. Pour aller de concert avec ce cadran lapis lazuli, vous avez la lunette qui est agrémentée d'inserts en lapis lazuli, un par pan. Et ce qui est magnifique avec cette montre, c'est qu'elle a existé en œil de tigre, elle a existé en malachite et d'autres pierres que l'on pouvait trouver chez Piaget, même sur commande, évidemment, si l'on le souhaitait. Donc vraiment, vous avez une pièce qui est juste magnifique et qui a un bracelet quand même de belle taille. Mais si je vous parle de cette montre, c'est qu'elle présente deux caractéristiques en plus de ce magnifique assortiment de lapis lazuli. Première caractéristique, sur le fond de boîtier, à midi, on voit la signature Mellerio 1755 M. Donc premier indice, cette montre a été vendue par la célèbre maison Mellerio, aujourd'hui rue de la Paix, maison magnifique. J'espère un jour qu'on aura l'occasion de vous faire une vidéo à ce propos. Maison qui a notamment travaillé pour les bijoux du premier consul et son épouse. Et bref, du coup, on voit des publicités. D'ailleurs, je suis tombé sur une publicité Mellerio du début des années 60 qui présente justement des montres Piaget et qui disent que ces montres sont disponibles chez Mellerio. Donc dans les années 60 et probablement jusque dans les années 70, la maison Mellerio à Paris distribue entre autres des montres Piaget. D'après mes recherches, je pense que cette pièce a été produite dans la seconde moitié des années 1960. La deuxième caractéristique, chers amis, qui me plaît beaucoup sur cette montre, c'est le fait à l'intérieur d'avoir le poinçon clé de Genève 26. Vous savez, pour la fabrication des montres suisses à Genève, vous avez évidemment un poinçon suisse, mais vous avez également à l'intérieur le poinçon de maître, l'atelier qui a fabriqué la montre, et le poinçon clé de Genève 26 n'est autre que le poinçon Ponti Gennari et compagnie, qui est un grand fabricant de boîtiers suisses. Ponti Gennari, c'est la réunion de deux familles suisses qui sont cousines. La famille Ponti arrive en Suisse au milieu du 19e siècle. La famille Gennari les rejoint à la fin du 19e siècle. C'est juste une société qui a été magnifique en Suisse. Et ce qui est très intéressant dans leur histoire, et ça j'espère pouvoir vous en parler à un autre moment plus tard, c'est qu'ils ont, dans les années 40, recruté Gerald Genta. Vous voyez la forme de cette montre, vous connaissez les idées, les pensées de Gerald Genta, de ce fabuleux dessinateur, créateur. Vous pouvez donc voir l'influence. Une très belle pièce en tout point, une pièce historique équipée d'un mouvement mécanique et remontage manuel Piaget. Hasard du calendrier, également dans la même vente, j'ai eu le plaisir d'expertiser une petite montre comme ça avec un bracelet en maille ruban, c'est juste magnifique. On a l'impression que les bords sont roulotés un petit peu à la manière de l'extrémité d'un foulard, d'un carré en soie. Et je vais pas m'épancher sur cette montre de nombreuses heures, mais je veux juste vous montrer ce cadran que j'apprécie beaucoup avec un motif clou de Paris, des index en applique doré, 2 aiguilles alpha et surtout au dos la signature Mellerio Paris, à nouveau signature Mellerio Paris ici,
pas de nom supplémentaire, pas de Piaget, pas de grand nom, mais simplement peut-être une production commandée spécialement pour la distribution de montres chez Menario. Quand on pense à la maison, à la grande maison Hermès, il faut savoir que avant qu'Hermès crée son pôle horloger, Hermès Horloger, dans les années 1970, Hermès distribuait dans ses boutiques Hermès des montres, bien évidemment, parce que dans toutes les jolies choses qu'elle pouvait avoir, il était normal, il était logique, ça faisait sens d'avoir de très jolies pièces d'horlogerie. Et parmi les montres distribuées, on trouve en majesté les montres Jaeger-LeCoultre. Et j'ai le plaisir pour cette vente Maison RC du 21 janvier de présenter 3 pièces signées Jaeger-LeCoultre et Hermès dans 3 dispositions différentes, vous allez les adorer. La première pièce que j'ai le plaisir de découvrir en faisant cette expertise n'est autre qu'une petite étrier de dame. Alors étrier, vous connaissez évidemment cette forme assez réputée, assez exceptionnelle. Et en plus, c'est très étonnant, très marrant d'avoir cette idée d'étrier, cette idée donc de cavalerie, de chevaux, avec la passion, avec l'univers d'Hermès pour les chevaux. Cette montre, elle est vraiment très simple. Vous avez un boîtier qui est rectangulaire avec des anses assez larges et surdimensionnées qui justement lui donnent ce nom d'étrier. Et même si le cadran peut paraître assez joli, simple avec la mention Jaeger-LeCoultre, le logo en applique à midi, quand on tourne la montre, on découvre le numéro de série de cette montre et tout en bas, on découvre la signature Hermès Paris, signature gravée. Et juste au-dessus, un numéro qui commence par 65 894 pour être précis, qui est le numéro de stock chez Hermès. Ça, c'est cette petite étrier en acier avec un mouvement mécanique et un remontage manuel. Mais si on continue cette fabuleuse aventure, et ça, l'expertise, c'est vraiment une aventure quand on découvre des montres qu'on doit expertiser, souvent en fait, tout au long de l'année, tout au long des mois qui passent, les commissaires-priseurs et des gens qui apportent des affaires pour les commissaires-priseurs nous envoient des pièces à estimer, comme ça pour pouvoir les récupérer chez des clients. Et du coup, on a toujours la surprise de voir si ces montres, nous les avons pour cette vente ou pas. Une autre donc, Jaeger-LeCoultre étrier, plutôt un modèle masculin, cette fois dans un format un peu plus grand, avec des cornes toujours dans l'idée de l'étrier, mais plus courte. Et au dos, un numéro de série, le poinçon de maître EJ avec le sablier au centre, qui est un poinçon de maître français pour Edmond Jaeger. Donc Hermès avait choisi des montres Jaeger-LeCoultre et donc elles avaient ce poinçon Edmond Jaeger. Et tout en bas du boîtier, la signature Hermès Paris. Ici, je n'ai pas pu distinguer de numéro de stock Hermès. Est-ce qu'il est vraiment camouflé ou alors que après quelques polissages, le numéro a été effacé parce que les gravures qui étaient faites pour le numéro de stock étaient quand même beaucoup plus fines et faites à la pointe plutôt que à la machine plus importante sur ces pièces. Mais en tout cas, une autre Hermès Paris avec un cadran qui a un peu vécu, un cadran d'origine plutôt blanc opalin avec des chiffres dans le style Breguet en décalque noir, 2 aiguilles noires fil, toutes simples, toutes fines, pour une très jolie pièce. La dernière pièce m'a beaucoup surpris. Il s'agit vraiment de ma pièce favorite de cette sélection de pièces Jaeger-LeCoultre Hermès. En fait, vous avez une petite tête de montre qui a été intégrée dans un bracelet, ce qui se faisait dans les années 40, 50, ce qu'on a vu même plus tard avec cette idée de l'ergonomie chez Omega et de la Omega dynamique. Ici, donc, vous avez un petit boîtier de montre en or dans un bracelet ici en cuir marron, une petite tête de montre un peu soucoupe volante. Le cadran est tout simple, argenté, Jaeger-LeCoultre avec des index en applique doré et des aiguilles dorées. Et évidemment, toute la magie se passe quand vous regardez le fond de boîtier avec la couronne de remontoir ici. Vous avez le numéro de série de la montre, qui est proche d'ailleurs du numéro de série de la montre que je vous présentais juste avant, le poinçon de maître Edmond Jaeger et la mention Hermès Paris avec le numéro de stock, cette fois 77 873. Ce qui est sympa avec cette montre aussi, et c'est ce qui nous donne beaucoup de logique et de cohérence quand on fait des expertises, c'est d'avoir la boucle en or d'origine avec le poinçon de maître ici, Jules Persson, qui était un joaillier de Saint-Lô-la-Forêt, qui travaillait avec de nombreuses marques suisses. Lorsqu'il était compliqué de faire des exports de boîtiers en or, les marques suisses envoyaient leurs mouvements et leurs cadrans et parfois leurs aiguilles à ces entités françaises qui s'occupaient de faire un boîtier. Donc on appelle des boîtiers français qui sont dans l'imaginaire moins valorisés que les boîtiers suisses à proprement parler, mais qui ont donné lieu à des designs incroyables, à finalement une épopée de l'horlogerie franco-suisse qu'on apprécie beaucoup. Tout ça pour vous dire qu'ici, vous avez le travail français d'Edmond Jaeger et de Jules Persson pour la boucle, dans une pièce qui a été distribuée par Jaeger dans un format tout à fait atypique. J'ai oublié de préciser que pour la première étrier et cette dernière pièce, vous avez les écrins Hermès Paris qui les accompagnent, qui sont probablement les écrins d'origine. Chers amis, avant d'attaquer le plus gros morceau
de cette sélection qui nous donne une Breguet Type 20 du début des années 60. J'ai envie de vous parler d'une petite pièce Omega que j'ai trouvé fort sympathique. C'est une montre de dame, ce qu'on appelle à secret, avec donc un petit capot qui permet ici, quand vous l'ouvrez, de dévoiler le cadran. Il s'agit d'une pièce Omega que j'aime beaucoup, avec des aiguilles alpha, le logo Omega en applique, les index Omega en applique argenté également. Ce que j'aime en fait avec cette montre, c'est qu'elle a un motif ciselé et gravé qu'on va retrouver à la fois sur le capot qui vient protéger le cadran, capot en or 18 carats, et tout le bracelet de bonne taille. Ce que j'aime avec cette Omega, et contrairement aux pièces dont je vous ai parlé juste avant, quand on peut parler de boîtier français, ici on a un boîtier qui est totalement suisse. Et ce que j'aime avec les boîtiers suisses, c'est que souvent, vous avez ce petit logo Omega en applique sur la boucle qui est vraiment ravissant. On a vraiment ici une pièce qui est pleine de détails. À l'intérieur, vous avez la mention Omega 750 et on retrouve à l'intérieur un petit mouvement mécanique à remontage manuel Omega. Et le numéro de série du mouvement de cette très jolie Omega nous la date environ en 1959. Vous avez vraiment une pièce qui est dans un état exceptionnel, qui a traversé les époques. Elle est vraiment dans un état proche du neuf. C'est toujours une magnifique parenthèse sur le passé que de voir de tels objets. Et elle est en plus proposée à une estimation de 2500-3000 euros, ce qui laissera les amateurs de ce genre de pièces se régaler pour cette vente aux enchères. Chers amis, comme disent nos amis anglo-saxons, last but not least, la plus belle pièce de cette vente, qui est aussi la première Breguet Type 20 civil que j'ai le plaisir d'expertiser. Je vous avoue que quand j'ai trouvé cette montre dans les montres que j'allais avoir expertisées pour cette vente, j'ai regardé comme ça rapidement, puis d'un coup je suis revenu un peu comme dans les films, vous savez, où on revient comme ça avec le regard sur la pièce, où j'ai pu découvrir un chronographe Breguet, donc civil, avec une lunette tournante bidirectionnelle graduée, un compteur du chronographe à 12 heures, avec en fait une patine, on peut utiliser le mot débile ici, une patine absolument débile, d'un marron clair, presque parfaitement homogène sur la totalité de la surface du cadran. Et évidemment, on le remercie toujours très chaleureusement car ses conseils et ses archives sont précieuses. Emmanuel Breguet nous a dit quelques petites choses à propos de cette montre et tout concorde, bien évidemment. Parlons maintenant de ce Breguet Type 20. Alors, je vous rappelle, les chronographes Breguet ne sont pas nés avec le Type 20, sans parler évidemment des chronographes de bord dans les années 10, dans les années 20 et même dans les années 30, puisque vous savez que Breguet fournissait aussi des instruments pour les cockpits d'avion. Le premier chronographe bracelet Breguet, à destination quand même des pilotes, il naît à la fin des années 40, équipé, parce qu'il y avait aussi une collaboration entre les deux sociétés d'un calibre Lemania, et ces montres-là pouvaient présenter à la fois une lunette tournante, mais également un calibre Lemania avec la fonction retour en vol ou flyback, encore une fois pour nos amis anglo-saxons. Et vous connaissez l'histoire, en 1952, le service technique de l'aéronautique, qui fait partie du ministère de la Défense, a besoin de chronographes avec un cahier des charges précis qui présente les critères que l'on connaît, qu'on appellera plus tard Type 20, un cadran noir avec des chiffres arabes largement lisibles, une lunette tournante et la fonction retour en vol notamment, même si l'on sait que dans ce cahier des charges, il y a également une ouverture de boîtier particulière, 38 mm de mémoire, évidemment la présence de matière luminescente sur les aiguilles et sur les index, et aussi, je crois de mémoire, une réserve de marge de minimum 35 heures ou 38 heures, je ne sais plus en tout cas, dans ces environs-là, pour que la montre fonctionne le plus longtemps possible avant de la remonter. Bref, un outil technique précis pour les professionnels. Breguet va évidemment répondre à cet appel d'offres avec très très peu de pièces au début, justement pour que cet organisme puisse les tester. Et puis ensuite, il y aura une énorme commande qui va être passée. Breguet va un peu remporter cet appel d'offres en grande majorité. Vous savez qu'il y a d'autres marques qui ont également produit des Type 20. Et après ces premiers modèles livrés jusqu'en 1953, le ministère de la Défense va commander un peu plus de 1000 pièces, environ 1100 pièces qui vont être destinées à différents corps d'armée pour des livraisons qui vont commencer à partir de 1955. Ce qui est intéressant, c'est de noter que entre les premiers chronographes et les Type 20 qui vont suivre, Breguet va changer de fournisseur en passant de Lemania à Valjoux avec le calibre 222 et le calibre 225. La différence entre les deux, c'est que le calibre 225 il présente un totalisateur des 12 heures du chronographe, comme pour le modèle que l'on a aujourd'hui entre les mains qui possède un calibre Valjoux 225. Il faut savoir que le boîtier de deuxième génération de Type 20 apparaît au début des années 70 chez Breguet, il est plus gros, mais si je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que vous voyez le début des premières livraisons, début des années 50
de chronographes à retour en vol Breguet type 20 jusque dans les années 60 vont se poursuivre avec cette grosse commande du ministère de la Défense. Et pendant ce temps-là, en fait, vous allez avoir des civils, même des associations en lien avec même des forces de l'ordre ou en lien avec de l'aéronautique vont s'intéresser à ces outils qui est le type 20 et vont en commander. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début des années 70, donc la fin un peu de la production de ces type 20 de première génération, 4000 type 20 ont été produits par Breguet, dont 2300 pour des civils. Des civils, justement, parlons-en aujourd'hui avec ce magnifique chronographe type 20, daté de 1961, et d'après les dires d'Emmanuel Breguet, voilà ce qu'on peut trouver dans les archives. 50-15, chronographe 14 lignes type 20, boîtier acier étanche, compteur de 15 minutes et de 12 heures, vendu le 3 novembre 1961 à Monsieur Monclin pour le prix de 450 nouveaux francs. Voilà, chers amis, pour ce chronographe Breguet. Ce que l'on aime évidemment, et ce qu'on reconnaît la signature de ces boîtiers, c'est d'avoir ces anses avec le chanfrein comme ça qui s'étalent largement. Les anses sont plutôt courtes. Le cadran, lui, est juste magnifique. Donc des chiffres arabes lisibles, ici recouverts de matière luminescente. Une partie a été enlevée, il ne réagit plus aux UV. Vous allez avoir une petite seconde à 9 heures. Totalisateur des 15 minutes du chronographe surdimensionné qu'on appelle un peu Big Eye à 3 heures avec cette aiguille en forme de feuille et de la matière luminescente, ce qui permettait comme ça aux pilotes d'avoir la notion du chronographe dans l'obscurité puisqu'il y a de la matière luminescente à la fois sur le totalisateur des 15 minutes mais aussi sur la seconde centrale. Et la différence ici, c'est le Valjoux 225. Vous avez le totalisateur des 12 heures du chronographe à 6 heures. Signature de cette Breguet type 20 également, les aiguilles que j'appelle seringues, avec cette forme seringue qui l'indique très bien. Les aiguilles ont bien patiné, ont bien morflé, même si je puis dire, avec le passé. Elles sont légèrement boursouflées, mais on voit encore le lume quand on les éclaire à l'UV. Vous avez cette lunette tournante bidirectionnelle extrêmement fine avec des repères jusqu'à 12 heures. On a perdu un peu la peinture noire de ces index, mais ça fait le charme de cette montre. Et on a encore vraiment cette belle finition brossée, ces cornes percées et à l'intérieur, le très joli calibre Valjoux 225. Et cette pièce, évidemment, en plus d'être un type 20 civil, ce qui n'est pas commun étant donné le nombre d'unités produites et le nombre d'unités qui ont été détruites, vous avez un cadran qui a patiné. Donc à la base, le cadran est recouvert d'une peinture noire et en vieillissant, et puis par un défaut du pigment, le noir tourne au marron chocolat, qui est vraiment partout sur ce cadran de manière homogène, même s'il y a des endroits qui sont légèrement plus foncés qu'ailleurs. Et c'est ça qui fait aussi la rareté de cette montre. Pour cette pièce, nous sommes sur une estimation à 15 000, 20 000 euros, et elle les mérite vraiment. C'est une très grande montre. C'est tout pour ce 7e épisode de notre série perpétuelle, série que j'adore profondément pour vous présenter ce que j'ai l'occasion d'avoir entre les mains, devant mes yeux, derrière ma loupe, et pour vous indiquer un petit peu ce qu'il faut regarder sur une montre. Maison RSC, le 21 janvier à partir de 14 h à l'hôtel Drouot, en salle 7. N'hésitez pas, surtout, c'est à l'occasion, vous passez devant l'hôtel Drouot, vous rentrez, vous allez voir ces montres. C'est assez unique dans le monde quand même d'avoir accès à des jolies pièces comme ça. N'hésitez pas à nous dire quelle est votre montre favorite de cette sélection. Même si j'ai déjà une petite idée, on vous dit à très bientôt, on vous aime. Merci.